On va démarrer. Moi, je vais peut-être démarrer par une question au micro-fluidicien et on-ship woman and man. D'abord, oui, j'étais très intéressé par ton gradient de fibrose. Donc jusqu'à 1 ou 2 kilopascal, enfin, si je schématise, hein, les choses vont bien. Et donc là, finalement, tu as optimisé un modèle avec différents types de gradients de fibrose. Donc tu peux être aussi modélisé dans une situation fibrosante, pathologique particulière, enfin, potentiellement très intéressante. C'est-à-dire, ma question, c'est vraiment, tu maîtrises l'aspect linéaire, ton gradient, l'aspect linéaire de ton gradient de fibrose là, au jour d'aujourd'hui, ou c'est un petit peu par escalier, etc. Enfin, comment tu vois les choses pour cette modélisation de fibrose qui est vraiment fondamentale pour modéliser une pathologie hépatique, toute pathologie hépatique a priori fibrosante? Alors là, c'est peut-être le graphe qui a un peu induit en erreur. Je n'ai pas montré de gradient aujourd'hui. On peut faire un gradient. Mais ce que j'ai montré aujourd'hui, c'est qu'on prend une valeur de mélange bisacrylamide-acrylamide pour trouver une valeur de tout le gel d'une seule rigidité. Et donc, c'est 1 kilopascal qu'on utilisait. On a utilisé un certain nombre. Et 1 kilopascal, c'est ce qui permettait de préserver les hépatocytes le plus longtemps. Mais effectivement, des gens se sont mis à faire des gradients, chimiquement ou optiquement. On peut faire des rampes, en fait. Donc, nous, on y a travaillé aussi. Et alors, on a travaillé beaucoup avec les HepG2, dont on a parlé ce matin un petit peu. Et on voyait un effet immédiat et qui durait jusqu'à 5 jours. Donc on voyait les cellules s'étaler beaucoup plus sur la région la plus rigide et beaucoup moins sur la région la moins rigide, et ça se préservait. Donc c'est quelque chose qu'on peut travailler sur des échelles spatiales courtes ou longues. Donc tout ça, on peut le maîtriser assez bien. Et aussi, on peut changer la protéine d'adhésion qu'on décide de mettre dessus. On peut faire des combinaisons, on peut changer plus ou moins collagène 1, collagène 4, etc. C'est aussi possible. Oui, Chantal, Emmanuel. Chantal, tu veux réagir? Juste pour prolonger cette question, est-ce que dans un foie physiologique, il y a un gradient de dureté? Oui, dureté, exactement. Tu veux dire, est-ce qu'il y a une type de... la fibrose, c'est un... de gradient, etc. Oui, oui. De matrice? De matrice, oui. Alors, les discussions que j'ai eues avec mes collègues cliniciens au Mexique à l'époque, et dont on a discuté un petit peu aussi, j'ai l'impression que c'est le cas en fonction d'ailleurs de l'origine de la fibrose, si elle est plutôt virale ou si elle est plutôt alcoolique. Et donc, il y a un sens différent, une nature de la matrice intracellulaire également qui peut changer. Et je crois que la rigidité, je ne suis pas certain qu'il y ait un vrai gradient. Mais en tout cas, il y a des différences d'organisation, d'architecture des réseaux de fibres de collagène, qui, à mon avis, se traduit en une différence de rigidité, en tout cas perçue par les cellules. Et ça, c'est quelque chose qui doit être travaillé plutôt en 3D, parce que là, tout ce que j'ai dit, c'est du gel en 2D, les cellules sont posées dessus, alors que le gradient de fibrose qu'on pourrait imaginer qu'il y a lieu dans le foie, je pense que c'est plutôt une structure fibrillaire 3D qu'il faudrait reconstruire autrement qu'avec de l'acrylamide et bisacrylamide. Mais c'est une question qui doit aussi, à mon avis, être prise en compte. Merci. Emmanuel, tu avais une question? Moi, j'ai une question un peu intéressée, parce que... Oui, c'est toujours. Mais toute question est intéressée, heureusement. C'est la sécrétion biliaire. Et donc, je me demandais, avec les différents systèmes que vous nous avez proposés, est-ce qu'il y en a un aujourd'hui qui vous paraît satisfaisant pour étudier la sécrétion biliaire ou non? Et s'il y en a un, lequel est-ce? Et est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir être corrigé, en sachant que c'est une des fonctions qui est certainement les plus compliquées à reproduire? Mathieu, Antonietta, tu veux réagir sur la sécrétion biliaire? Oui, alors dans les organoïdes, c'est vrai qu'il faut considérer que vu qu'il n'y a pas un système de tubes qui permette de récupérer véritablement la bile, la possibilité qu'on a, c'est de quantifier les acides biliaires dans le culot cellulaire, donc dans les cellules en soi, une fois qu'on l'a séché, donc on a libéré de leur milieu, et dans le milieu de culture. Alors l'avantage du système que je vous ai présenté, c'est qu'effectivement, le système des canalicule biliaires est ouvert, entre guillemets. Ça veut dire qu'il n'y a pas un endroit dans le sphéroïde où s'accumule la bile,
où par exemple je puisse le percer avec une mini seringue et pouvoir le récupérer, mais c'est ouvert, du coup j'ai la sécrétion des acides biliaires dans le milieu de culture. Donc je peux les détecter à l'intérieur et à l'extérieur. Je ne me suis pas concentrée pendant ma présentation, mais dans la slide il y avait en fait un graphe dans lequel il y avait la quantification et la caractérisation en termes qualitatifs des acides biliaires présents dans les cellules au moment que j'ai sacrifié et dans le milieu de culture. Donc les sphéroïdes en soi ou les organoïdes se prestent très bien, effectivement, pour les quantifications des acides biliaires. Et c'est vrai aussi que les données préliminaires dans nos labos, il met en évidence qu'effectivement, on peut, si on traite les cellules, avoir une composition biliaire et une quantité de bile différente, dépendamment de comment on a traité les cellules, avec ou sans des médicaments. Donc là, par exemple, les sphéroïdes, les organoïdes permettent de faire ça, les études sur les acides biliaires sans problème. Mathieu, tu veux rebondir sur... Oui, nous on a eu à peu près les mêmes, c'était à peu près les mêmes résultats. D'ailleurs, on a observé une mort cellulaire en fait quand on a, je sais pas, vous vous rappelez les structures que j'ai montrées qu'on appelait pré-canalicule biliaire. En fait, elles s'intoxiquaient et c'est pour ça, et peut-être que je peux passer le microphone à Sakina, que le design qu'elle a montré de Nakao du Japon, ils ont fait un système pour récupérer ces acides biliaires et pour éviter qu'ils s'intoxiquent quand ils sont bien en fait, quand ils ont créé ces réseaux. Tout à fait. Tout à fait. Donc du coup, je pense que justement les microsystèmes nous permettent d'avoir peut-être des options pour récupérer donc cette bile. Donc du coup, je pense qu'il y a une possibilité. Maintenant, il faut y arriver, quoi. C'est-à-dire, pour l'instant, nous on n'y est pas encore. Donc. Moi, j'ai une question maintenant sur les. Ah, Chantal, tu voulais réagir sur le système biliaire? Oui, tu peux pas ça réagir. Oui. Merci beaucoup. Est proche de ce qu'on observe chez l'homme in vivo. Par exemple, il ne devrait pas y avoir d'acide biliaire secondaire du tout, j'imagine. Oui, mais nous, on n'y est pas. Enfin, on n'est pas encore passé à l'étape de quantification justement. Donc là, pour l'instant, on est vraiment sur la partie structure et déjà d'arriver à avoir un tissu qui est fonctionnel et qui nous permette de. Mais vous avez montré une quantification des espèces d'acide biliaire, non? Oui, pardon. Oui, ouais. Oui, si le profil est exclusivement pertinent avec le foie, on n'a pas du tout des acides biliaires secondaires. D'accord, et donc, c'est pertinent ça, avec c'est relevant, ouais. D'accord. Mais vous les mettez dans le milieu? Non, c'est la production à partir des cellules. C'est elle-même. On n'ajoute pas des acides biliaires. Donc tout ce qui est caractérisé, c'est vraiment la sécrétion de la cellule, des cellules. Pour ce qui concerne les... Parce que, évidemment, les systèmes sur puce, vous l'avez très bien dit, c'est un outil extraordinaire et ça va... c'est révolutionnaire pour les approches précliniques et toxicologiques. Est-ce que les systèmes de pompe, de perfusion, donc le système microfluidique, est adapté? Je suppose qu'il y a encore beaucoup de boulot pour des études PK, pharmacodynamiques, etc., etc. Puisque quand même dans beaucoup de systèmes, et dans le nôtre, on va être un peu caricatural, le système de pompe, etc., était quand même un peu manuel. On a du mal à contrôler les choses entre effectivement l'implantation cellulaire et puis après le contrôle des liquides de perfusion. Donc est-ce que ça, c'est un chantier maintenant un peu urgent à s'attacher? L'approche, l'optimisation du système de pompe microfluidique pour aller vers des études PK le plus rigoureux possible, le plus rigoureuse possible. Sakina. Je pense que pour ta... Ouais, pardon. Je pense que pour ta question, à mon avis, c'est plus pour les pompes, on a plutôt un contrôle. C'est-à-dire que la pression et ce qu'on impose dans notre microsystème est contrôlé. Maintenant, pour les études, justement, la paralysation est un point important au niveau des microsystèmes. Et c'est l'avantage aussi. C'est que si jamais on a besoin de quantité pour avoir des études qui sont valides, et donc c'est sur ça qu'il faut qu'on se focalise. Je pense c'est obtenir des microsystèmes de plus en plus parallélisés, je pense. Moi, j'aimerais bien ajouter que c'est vrai qu'il faut quantifier pour savoir ce qu'on fait, mais j'aimerais bien ajouter le fait qu'on n'a pas vraiment de données physiologiques in vivo. En fait. Notre problème, c'est qu'on a les pompes faites sur mesure. On a vraiment un excellent contrôle. On peut faire ce qu'on veut. Et paralléliser aussi, on peut avec le design qu'on sait faire, mais on n'a pas les données physiologiques. On ne connaît pas vraiment les pressions d'entrée dans un sinusoïde hépatique. On ne connaît pas les pressions de sortie. Enfin, il
y a un peu de littérature, mais parfois elle se contredit. On n'a pas non plus vraiment les tailles des sinusoïdes, l'architecture dont je vous parlais en 3D, on ne les connaît pas vraiment. Et donc les imiter après, c'est compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que le premier chantier qui, à mon avis, est résolu, et tu en as parlé, c'est un peu entre les lignes, mais il ne faut pas du tout de contraindre le saignement sur les hépatocytes. Ils souffrent énormément. Et d'ailleurs, au début, quand j'ai vu tes 10 millibars, comme tu les tirais, je me suis demandé comment les cellules survivaient, comment la physiologie des phénotypes était. C'est grâce au slit, parce que c'est ça, après, le deuxième était bon. Mais les dimensions... Ouais, non, je sais. On joue énormément sur la hauteur. Donc, au niveau du canal de milieu, la hauteur est à peu près à 40 microns. Et la hauteur des slits est à 2 microns. Donc, vraiment, c'est ce qui nous permet de réduire énormément le shear stress. Mais du coup, là, pour terminer de répondre à la question, c'est l'approche actuelle, c'est justement d'essayer d'imiter en 3D un peu plus ce qui se passe. Et les tissus récapitulés s'autorégulent. En fait, on le voit bien sur les vidéos que tu as montrées. Ils ferment quand il y a trop, ils ouvrent quand il n'y a pas assez. Et elles souffrent un peu, les cellules, un certain temps. Puis après, ça s'autorégule. Donc, je pense que la techno des pompes, on a ce qu'il faut aujourd'hui. D'accord. Maintenant, vous êtes allé un peu plus avant. Ce qui se passe à l'intérieur d'une puce, de la partie du foie qui est reproduite dans le système sur puce. Quid des espaces, vous voyez où je veux en venir, oui. des espaces pseudo-virtuels, je ne sais même plus si l'espace de 10, c'est vraiment un espace virtuel. Tous ces systèmes d'échange extrêmement importants, est-ce que finalement, dans une approche TOX, on doit reproduire ça avec toutes les difficultés, reproduire un espace de 10, c'est quand même pas rien. Ou bien se dire finalement, je fais un peu l'impasse sur ce réseau entre guillemets virtuel, je veux savoir si un médicament il est toxique, donc finalement la priorité c'est peut-être les bonnes cellules, surtout un système multicellulaire avec en particulier des cellules inflammatoires, des cellules immunitaires dans des approches tox, un système viable à long terme, reproductible pour des réintroductions médicamenteuses, etc. Bref, le chantier virtuel. Quid ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Au niveau de l'espace de 10, on ne sait pas, on n'a pas une réelle idée de exactement comment il est et comment le reproduire. Donc pour l'instant, les slits qu'on a fait, c'est on prend des pincettes quand on dit que ça représente l'espace de 10, parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi ça ressemble. Et pour ta deuxième question. La viabilité à long terme de ces systèmes, en particulier pour étudier des réintroductions médicamenteuses avec un système unitaire. Oui, parce qu'en fait, il reste quand même un défi énorme, c'est aussi d'ajouter les autres types cellulaires et donc d'avoir une structure réellement fonctionnelle et qui reproduit le micro-environnement qu'on a dans le foie. Et donc, qui nous permettrait ensuite de tester des médicaments. Je pense que la première étape, c'est ça. À partir de là, on peut peut-être avoir une idée de déjà est-ce que c'est reproductif par rapport à la réalité. Et si ce n'est pas le cas, il va falloir qu'on se rapproche encore plus de la structure réelle du foie et donc d'étudier plus loin l'espace de Tis ou autres zones. Mathieu, Moi, je suis d'accord, mais je mettrais un bémol. Enfin, pas un bémol, une nuance, parce que moi, j'ai commencé très ingénieur à essayer de faire à la maison exactement selon les plans in vivo. Et en fait, les cellules, elles le font assez bien toutes seules, elles s'adaptent assez bien toutes seules. Et ce qui est assez impressionnant quand même, c'est de voir la plasticité des cellules endothéliales en réponse à tout ce qui peut se passer dans le micro-environnement, notamment aussi l'écoulement qui passe à l'intérieur de ces tubes. Et moi, j'aurais envie de penser que ces espaces, ils vont s'auto-former si on a les bons phénotypes. Donc en fait, il vaut mieux se concentrer plutôt sur ça, à mon avis. Et il y a beaucoup d'exemples de tissus reproduits in vitro, où les cellules endothéliales ont un gros rôle, notamment la barrière hémato-encéphalique, par exemple. Et il a été montré à maintes reprises qu'on peut reproduire ce qui se passe in vivo avec les bonnes conditions mécaniques autour et les bonnes co-cultures. Donc si on enlève une identité cellulaire qu'on ne savait pas qu'elle était critique, mais on s'en rend compte dans le modèle, il n'y a plus rien qui marche. Moi, j'irais plutôt dans cette direction-là, essayer de les rajouter. Et il y a même des gens qui, à partir d'organoïdes, d'IPS ou juste d'organoïdes, voient une organisation spontanée en fait, de ces régions. Et à mon avis, c'est ce qui est plutôt, c'est plutôt la direction dans laquelle tout se dirige. Ouais. Non, tout à fait d'accord. On a envie de penser ça. Il faut
le concept d'auto-organisation. Et c'est évidemment le principe de la 3D, comme Antonietta et Eva l'ont dit. Moi, j'avais aussi une question à l'échelon subcellulaire, le routage, etc. Est-ce que là, avec les puces qu'on a actuellement, avec les systèmes plastiques, polymères, etc., est-ce que c'est adapté aux systèmes d'imagerie qui certes vont aussi de plus en plus performants pour regarder ce qui se passe à l'étage, Antonietta, tu as des idées, à l'étage subcellulaire de routage, de dynamique, de fonctionnalité à l'intérieur des cellules. Et puis il y a de problématiques de métabolomique, etc. Donc là, les puces actuelles prêtent à ce type de travaux, ce type d'études facilement? Oui. Elles sont designées pour ça. On a la densité de cellules suffisante pour pouvoir faire tous les tests d'imagerie ou de métabolomique, protéomique, tout ça. Moi, ce qui m'intéressait, mais je crois que les personnes qui étaient là ce matin, qui ont montré les imageries spatiales, elles sont parties. J'aimerais savoir si c'est possible de travailler sur des puces de faire de l'imagerie spatiale à partir de ces puces. Ça, je ne l'ai pas encore vu. Il faut voir avec eux. D'imagerie biphotonique, etc. Ça se développe. Pardon ? Oui, les études spectro. Sarah. Si je peux faire un commentaire. Bien sûr. J'ai l'impression d'avoir compris de vos présentations que les systèmes d'organoïdes et de puces, c'est surtout pour modéliser le foie normal, pour voir des possibles toxicités ou au mieux remplacer le foie avec des systèmes de foie bioartificiels. Mais pour ce qui est de comprendre la physiopathologie du foie malade, j'ai l'impression que ça va être un peu plus difficile, non, de se servir de ces outils. Par exemple, pour la fibrogénèse, on parlait là de la dureté, mais là, il n'y a pas la vraie fibrose dans ces puces. Il n'y a pas de dépôt de collagène. Et quand vous mettez des cellules étoilées du foie, vous avez un tout petit peu parlé de ça, je crois, dans les puces. Vous ne les regardez pas, après, ces cellules étoilées du foie dans les puces. Donc, est-ce qu'on peut vraiment se servir de ces modèles pour comprendre la physiopathologie des maladies chroniques, biliaires ou non biliaires, et après pour les traiter? Là, je pense qu'on va avoir du mal quand même à se passer du modèle animal. Je commence. Moi, je suis, bien évidemment, je travaille sur les organoïdes, donc évidemment que je suis fan des organoïdes, mais je ne pense pas qu'on peut s'empêcher d'utiliser les animaux, en tout cas, parce qu'ils ne sont pas du tout comparables au niveau de l'échelle. Parce qu'on peut faire de l'organe on chip, je crois formellement qu'on peut faire du body on chip, donc mettre plusieurs organes dans la même puce microfluidique et avoir du coup l'interaction et comme les organes ils parlent entre eux dans la circulation. Mais quand on va plus loin au niveau vraiment du coup de la physiopathogénèse pure et crue de la chose, je pense qu'il faut toujours comparer les deux modèles. Le désavantage qu'a l'animal, c'est que nous ne sommes pas des animaux de la même façon, donc nous sommes des animaux mais différentes, donc on n'a pas le même foie de la souris, donc la physiopathogénèse de la souris s'approche à la nôtre, mais ce n'est pas tout à fait la même. Donc la chose, et je suis tout à fait d'accord, c'est qu'il faudra trouver la façon d'utiliser et d'améliorer probablement les organoïdes tout court, s'il y a ou pas l'organe on chip, peu importe dans ce contexte, mais pour voir au long de la production, en fait, de la création de l'organoïde, l'évolution de la maladie comme elle se présente. Parce que, par exemple, si j'imagine mon système, je cherche plus ou moins de me mettre dans le contexte, c'est vrai qu'il y a une évolution de maturation de l'hépatocyte au cours du temps. Donc, je me demande si au cours de cette maturation, alors j'ajoute, par exemple, et là, on est en train de le faire, là, parce qu'on a les systèmes d'écoculture qui sont en cours, avec les endothélias, les étoilés et avec les macrophages. Et effectivement, la modélisation, il marche vraiment très bien. Mais il faut la suivre vraiment jour par jour. Alors, dans ce contexte-là, je peux dire que ça peut marcher. Après, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, parce il faut vraiment jour par jour avoir vraiment une cinétique, une observation constante des cellules et pouvoir avoir aussi la possibilité de faire des échantillons tous les jours. Parce que l'évolution de la fibrose, je ne m'attendais pas, mais vraiment va beaucoup plus vite de ce que je m'attendais, si je peux utiliser cette expression-là. Surtout quand on a activé les cellules étoilées. Dans 3 jours, on a déjà un bon niveau de fibrose, au moins de premier degré. Donc, c'est faisable. C'est pas impossible. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué par rapport à la modélisation du sang qui après on induit la maladie, ou éventuellement la toxicologie ou les études de pharmacologie pure. C'est un peu plus compliqué, mais c'est faisable.
Pour ajouter à ce que dit Antonietta, le groupe de Takebe, nous on démarre un peu système de co-culture multicellulaire. Et le groupe de Takebe a modélisé une NAFL avec un gradient. C'est pour ça que dans les systèmes organoïdes, cellules mésenchymateuses, je ne sais plus s'il y avait des HSC, mais il y avait quelques cellules mésenchymateuses, mais avec un gradient crescendo, degré de fibrose dans les organoïdes, etc. Tu vois, donc un système, effectivement, modélisation pathologique d'une pathologie extrêmement importante. Ouais. Oui, justement, moi, c'est ça. Je pense que j'ai raté mon message parce que je voulais quand même j'ai essayé de le mettre en avant. C'est ça qu'on veut faire, en fait. Nous, on veut chercher... En fait, le gros avantage de la puce qu'on est en train d'essayer de développer, donc c'est un avantage virtuel pour l'instant, mais c'est qu'on peut découpler les stimuli. On peut d'abord tester avec de la biochimie, puis mécanique, et voir les effets de l'un sur l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais faire in vivo. C'est impossible. Après, on peut voir les zones aussi, les différentes régions, et ça paraît important pour faire des gradients notamment, on peut aller le contrôler. C'est beaucoup plus reproductible aussi, a priori. Donc il y a quand même des avantages à faire tout ça. Mais c'est vrai que je les ai laissés de côté très vite, et je les avais mis en bleu dans le premier modèle, mais les cellules étoilées, on a commencé par elles juste après les hépatocytes, et en fait, le gel d'1 kilopascal, il a exactement le même effet sur les cellules étoilées. Il y a même un groupe avec qui on a discuté beaucoup à Penn, le groupe de Rebecca Wells, qui a développé les mêmes gels que nous, mais ils ont mis un agent réticulant qui est optiquement activable. Donc on peut cliver ou rendre plus rigide le gel juste avec l'action de la lumière. Donc on peut rigidifier et ramollir de manière dynamique. Et ils ont montré qu'au bout de 2 cycles à peine, les cellules étoilées se rappellent qu'elles ont déjà fait le chemin rigidité et ramollissement, si je peux me permettre de le dire ainsi. Et elles vont beaucoup plus vite dans la production de collagène 1, notamment. Ils ont vu d'autres marqueurs. Donc oui, c'est possible avec juste un gel de le faire. Et moi, j'imagine que dans la puce microfluidique, avec encore plus de stimuli qu'on pourra rajouter indépendamment les uns des autres et en même temps, on aura peut-être plus de clés. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère. C'est fondamental d'avoir des approches tox sur des devices pathologiques, de tester une molécule sur un foie pathologique avec plus ou moins de fibrose, etc. Donc on doit être vraiment dans cette ligne. Christophe, tu as une question ? Oui, j'ai une question alors, un peu naïve et très philosophique, parce qu'on a l'habitude de dire que la fonction crée l'organe. Et je suis frappé par vos démonstrations qu'une cellule s'adapte à la condition mécanique à laquelle on la soumet et retrouve sa fonction dans cette condition-là. Autrement dit, par exemple, un foie est moins dur qu'une rate et une cellule endothéliale dans un contexte mécanique différent va avoir des fonctions peut-être différentes. Donc finalement, est-ce que ce n'est pas l'organe qui crée la fonction ? Si, je pense que c'est un peu des deux, mais c'est vrai que la flèche va beaucoup plus dans l'autre sens maintenant que ce qu'on avait avant. C'est une très bonne observation. Et en tout cas, c'est ce sur quoi on essaie de se baser, nous, aujourd'hui. Essayer de comprendre. La multicellularité est absolument nécessaire. Ce n'est pas juste la maison. Il faut qu'il y ait les bons voisins aussi. Et je pense qu'on n'a pas encore tout compris comment ça se passe. Alors les IPS, moi j'y suis même pas, c'est quelque chose qui me paraît encore plus impressionnant dans le sens où on peut vraiment reprogrammer. Mais des cellules qui sont des lignées notamment, qui ont été choisies, sélectionnées au final, parce qu'elles adhéraient bien sur un plastique ou sur du verre et qu'on utilise tout le temps, elles peuvent être déprogrammées entre guillemets juste par la mécanique. Donc je ne sais pas si vous savez, mais les cellules souches aujourd'hui, rien que par la mécanique sans cocktail, on arrive à les différencier, on arrive à les guider. Mais les cellules déjà hyper différenciées et des lignées, on arrive à les rattraper d'une certaine manière. Mais parfois, ça peut aussi, on peut aller dans le mauvais sens et ramollir le substrat sur lequel on les met va les changer complètement. Donc, il y a pas mal de papiers intéressants là-dessus, notamment l'outil CellNet qui a été développé pour bien aller voir qui est la cellule que je suis en train d'utiliser. Il y a beaucoup de papiers qui sont sortis où on voit des hépatocytes parce qu'ils produisent de l'albumine. Ça dépend des marqueurs qu'on va chercher. En fait, c'est plutôt des Frankenstein, c'est des fibroblastes qui continuent à produire de l'albumine et je ne sais pas ce que j'ai entre les mains. Donc oui, l'organe crée beaucoup la fonction, à mon avis. Antonietta, tu voulais rajouter quelque chose ? Non. Thomas Faguière. Oui, merci. Oui, on peut rendre la puce malade visiblement d'un point de vue pharmaco, c'est intéressant, mais d'un point de vue génétique, est-ce qu'on peut la rendre facilement malade avec du CRISPR-Cas ou sur les APRG, je pensais. Enfin, est-ce qu'il y a déjà beaucoup de modèles développés en ce sens quand on s'intéresse à des pathologies d'origine génétique? Est-ce que ce modèle vraiment est facilement utilisable ou il y a des freins à cette application? Non, mais justement, je pense que...
après, chacun a un peu sa vision des choses, mais moi, je trouve, pour revenir un petit peu sur ce qui se disait, rendre une puce pathologique, je pense qu'en fait, nos cellules en culture sont légèrement pathologiques dans un certain sens. Et là, pour l'instant, on s'implique à essayer de faire en sorte qu'elles soient physiologiques, quoi. Toutes nos cellules, c'est pour ça qu'on fait les puces, les organes. On veut qu'elles soient le plus physiologiques pour ensuite pouvoir les rendre pathologiques. Je pense que là où on peut facilement aller vers le pathologique, c'est exactement ça, c'est-à-dire dans le cadre où il y a des modifications génétiques, comme tu l'as montré aussi. Dès qu'il y a un problème génétique ou quelque chose qu'on peut rajouter ou enlever, on peut utiliser les PRG. Nous, on le fait à Bioprédic, on utilise la CRISPR-Cas9 pour rajouter du 2D6, qui est une enzyme qui manque justement aux EPA-RG. Et elle est aussi utilisée par d'autres groupes dans ces fins-là. Je pense que les IPS, ça peut aller aussi dans ce sens-là. Voilà. Oui, puis le système CRISPR a été utilisé, modélisé, organoïde, maladies génétiques. Il y a eu Wilson, alpha 1, antitrypsine, etc. Modèle à l'agile 1. Oui, dans IPS. Oui, tout à fait. J'ai une question pour les organoïdes. Là, je prends un tout petit peu la parole. Antonietta, tu penses qu'on est là où il y a encore du boulot pour être vraiment encore plus dans la différenciation et puis les temps de culture sont longs. Est-ce que ça aussi, c'est pas un chantier, essayer de raccourcir les temps de culture dans production à moyenne grande échelle? Comment tu vois les choses? Probablement, il faut se mettre alors, réduire les temps, parce que quand même, produire des organoïdes, ça ne se fait pas dans une semaine. Pour les maturer, il faut quand même attendre au moins entre les 20 et les 30 jours. Mais potentiellement, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut se mettre à quoi alors? Réduire trop les temps de production d'un organoïde, ça veut dire qu'on ne contrôle bien pas forcément qu'est-ce qu'on fait. C'est vrai que les cellules font toutes seules, mais on les oblige à suivre certains signaux, du coup, certaines voies de signalisation. Donc réduire ou forcer les cellules à aller trop vite, probablement c'est délétère pour les cellules en soi, parce qu'après à un moment donné ils perdent leur propre contrôle et leur propre plasticité justement, parce que les cellules s'adaptent au fur et à mesure à comment on les traite. Ça c'est tous les jours, surtout quand on parle des cellules dérivées des cellules pluripotentes, souches pluripotentes. Quand on parle de maturité, il y a probablement le facteur limitant que c'est la sénescence de la cellule. Et ça, c'est très important. J'allais y ça... venir, mais tu savais que ça oui. Et parce que, effectivement, alors on sait qu'on peut au moins avoir 2-3 mois de culture, ça oui, mais il faut tenir en considération que les organoïdes peuvent se modifier au cours de la culture cellulaire. Donc, tout ce que j'ai montré, par exemple, arrive à jour 38-40, mais rien ne m'empêche de penser qu'à jour 50, ils vont devenir autre chose. Ça veut dire va se complexifier toute seule. J'utilise seulement des hépatocytes, mais je sais, parce qu'on a déjà fait des tests, et à jour 40-50, il peut quand même avoir spontanément le développement des cholangiocytes, chose que je ne lui dis pas du tout de faire. Donc, c'est une évolution constante. Donc, ça, c'est aussi la plasticité des cellules. Donc, limiter le temps, non. Chercher de voir, par contre, où on peut pousser dans le temps, oui. Je pense que c'est plutôt prolonger les temps plutôt que les raccourcir. La clé pour voir, effectivement, de la vraie modélisation, physiopathologie, etc. Merci, Anthony. Mathieu et Sakina. Oui, la problématique de sénescence, elle est essentielle dans les systèmes sur puce parce que des approches tox... c'est un foie âgé, entre guillemets, évidemment essentiel. Donc là, c'est aussi un chantier intéressant de prolonger et de voir un peu comment ça se passe en viabilité à long terme dans ces systèmes sur puce. Tu peux en dire un petit mot? Oui, moi je crois qu'il y a beaucoup moins de long terme, en tout cas c'est beaucoup moins long. Mais il y a également un chantier à développer là-dessus et je pense qu'il est intéressant pour l'étude elle-même. Et tout à l'heure, j'avais envie de dire, je me suis retenu, mais j'avais envie de dire tous les modèles sont faux, mais ils ont chacun une utilité. Et je pense que c'est pas les mêmes utilités suivant les modèles qu'on a présentés aujourd'hui. Mais celle-là, à mon avis, c'en est une pour les organes sur puce. On peut voir dans l'évolution dans le temps et essayer de comprendre comment elle change. Et encore une fois, en changeant un paramètre à la fois, on a une meilleure idée de qui peut déclencher quoi. En tout cas, ce serait ce que moi j'aurais envie de répondre aujourd'hui. Il y a une question. Ouais. Donc je voulais juste rebondir justement sur les organoïdes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Jérémy Gauteron. D'accord, je voyais pas. Enchanté. Enchanté. Du coup, moi, de mon expérience que j'ai au labo, en tout cas, j'ai l'impression qu'on manque un peu de standardisation, où on a en fait des organoïdes qui vont se former avec beaucoup de cellules. Au centre, on va avoir
pas trop de respiration, on va avoir des choses qui vont se passer. Dans un autre côté, on va me montrer un organoïde à côté où il y a moitié moins de cellules. Et donc, du coup, je vais avoir une réponse différente. Difficulté de les rendre stéatosiques, par exemple. Une homogénéité qui est différente. Voilà, on ne voit pas ça in vivo, en tout cas. On a l'impression quand même qu'il y a des grosses différences. Et donc, j'ai mis des grosses limites à l'utilisation de ces modèles, notamment en pathologie. Et je rebondis sur ce que disait Sarah. J'ai l'impression que, moi, de ce que j'en tire de ce que vous avez dit, c'est qu'on peut faire de la tox, mais on ne peut pas encore faire de la physiopathe. Non, on peut la faire. Alors, la plupart alors, il y a milliers de systèmes pour faire, des méthodes pour faire la 3D. Faire la 3D, ce n'est pas la même chose que faire des organoïdes ou que faire des sphéroïdes. Ce sont trois choses complètement différentes. Parce qu'on peut agréger les cellules et pas se poser la question de l'homogénéité de la forme, ni de la dimension. Je ne suis pas rentrée dans les détails, je n'avais pas trop de temps, mais peut-être qu'il fallait le faire. Le système que j'utilise pour produire mes organoïdes, c'est un système de micropuits que je produis moi-même. Donc, dans une plaque de culture, je coule de l'agarose et j'utilise un stamp qui est formé avec des cylindres pour créer des micropuits en agarose qui font plus ou moins 800 micromètres. Donc, quand je partage ma suspension cellulaire, la suspension cellulaire se distribue de façon homogène dans toutes les micropuits du puits. Et du coup, j'ai le même nombre de cellules dans chaque micropuits. Donc, le système que moi j'ai utilisé et qui a été publié, donc là, facile de le retrouver si vous voulez dans la littérature, c'est un système qui permet d'avoir des sphéroïdes homogènes de la même taille dans toute la plaque de culture. Donc ça, c'est ça que j'utilise aujourd'hui pour faire, par exemple, je commence à faire, il faut le dire, la physiopathologie en termes de stéatose, de NASH et surtout des fibroses. Par contre, juste pour dire, si vous allez vous donner beaucoup d'hydrocortisone ou de dexaméthasone, la stéatose va partir toute seule. Dans les systèmes de culture, indépendamment de ce qu'on utilise. Ça, c'est probablement la façon plus facile pour induire la stéatose dans les organoïdes du foie, avec, bien évidemment, en ajoutant aussi des lipides dans le milieu de culture naturellement, quand on change le milieu tous les jours. Mais ça dépend du système qu'on utilise. Ça, pour moi, c'est très important parce que je viens de la biotech pour mon PhD. Donc, c'est là que j'ai développé à l'époque aux États-Unis avec l'équipe le bioprinting et justement les cultures 3D. Et ces systèmes de micropuits qui sont aussi commercialisés, ça permet de faire des choses très, très homogènes aujourd'hui. Donc, c'est juste choisir la bonne technique par rapport à la question physiologique, aux pathologiques qu'on se pose. C'est tout ça, la clé de l'histoire. À partir de là, après, on peut modéliser, faire de la modification génétique et tout ce qui passe à l'esprit. Tu veux rajouter un petit mot sur les systèmes de robotisation, peut-être, pour aussi homogénéiser les milieux de culture, etc. Parce qu'il y a oui, il y a les machines, ouais. On est en train de mettre en place, pardon. Ouais. Il faut standardiser. Ouais, il faut standardiser. Un consensus où il faut que les gens commencent un peu à travailler en disant on a un consensus sur cette recherche-là et pour qu'on ait les outils pour comprendre justement, pour bien avoir les modèles et qu'on puisse standardiser les choses pour justement être reproductible. Parce que j'ai pas l'impression que ça soit le cas aujourd'hui. Moi, je le redis, je vois des gens qui me disent je fais des sphéroïdes, je fais des organoïdes, mais franchement, quand je vois la chose, c'est pas du tout ça, quoi. Tu as complètement raison, mais on est dans cette démarche-là. Il faut être dans cette optique. Je te la fais simple. Avec une taille, un diamètre, un volume d'un tel sphéroïde, avec un réseau caniculaire de telle taille, avec des angles comme ça, avec la production de type d'acide biliaire, métabolique, voilà. On commence à rassembler un peu ces briques pour avoir un gold standard, si tu veux, de fonctionnalité. Évidemment. C'est essentiel. Je trouve ta question vraiment essentielle. Après, c'est vrai qu'on va se lier encore à la question de Sarah, parce que c'est pour ça que j'ai dit on ne peut pas s'empêcher du modèle animal, en tout cas. Parce qu'il y a toujours les limites. On n'est pas là pour créer un homme en puce ou un homme en plaque de culture. Ça, on ne peut pas le faire, on ne pourra jamais le faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours mettre en comparaison les deux systèmes et voir, surtout, c'est les voies de signalisation, la chose qui donne plus envie d'y aller loin avec les organoïdes. Parce que les voies de signalisation dans les hommes ne sont pas forcément tout à fait les mêmes que celles de la souris. Moi, on a un projet sur la PAP que je coordonne. Et là, par exemple, le paracétamol, il active dans les 30 minutes, 1 heure de traitement, pas du tout les mêmes voies de signalisation que la souris ou que les lignes cellulaires.
Donc les pièces que c'est pas un hépatocyte adulte, mais c'est quand même sang humain et qui approche en fonctionnalité, peut me donner un modèle humain qui après je compare avec la souris et on va voir la physiopathologie, on va voir la toxicité, le DILI, on va voir tout les traitements et tout qu'est-ce qu'il y a. Donc c'est vrai, il faut tout standardiser. Le problème après que la recherche publique, elle manque d'argent. Donc aller standardiser avec les machines, ça va être très dur. Très dur. Donc là, il faut confier sur le privé là. C'est ce qu'on fait aussi. Bon, je propose, c'est le temps, hein, on est bien, Monsieur Olivier, tu veux une ou deux questions? C'est toi qui gères le timing, là. Ma montre est complètement déconnectée là, avec le non, donc s'il y a le temps d'une ou deux questions, c'est open. Non? Eva. Les chips, sur les chips notamment, sur l'aquaculture, on dit que c'est important, mais dans la plupart des chips, alors c'est pas le cas des organoïdes, il n'y a pas de contact physique entre les cellules. Donc finalement, c'est que du relargage chimique finalement entre les cellules. Est-ce qu'on y a identifié ces facteurs qui font que justement les hépatocytes qui viennent des endothéliales seront plus différenciés? Est-ce que c'est des facteurs qu'on peut réintroduire dans les milieux? Et où est-ce que c'est vraiment une discussion? Est-ce que ça a déjà été étudié ou je ne sais pas? Est-ce qu'il y a un facteur qui est en réponse d'un autre? Et est-ce que c'est très dynamique comme ça? Ou est-ce qu'on peut supplémenter, comme ça a été fait d'ailleurs pour la barrière hémato-encéphalique, où on a mis du milieu, d'astrocytes par exemple, pour essayer de différencier les cellules endothéliales? Est-ce que ça peut être fait de la même façon pour les cellules hépatiques dans les... Contact cellulaire, intercellulaire. Ouais, il y en a énormément. Et justement, encore une fois, je prêche pour ma paroisse, mais sans les puces, on ne connaîtrait pas, on n'aurait pas de clé pour répondre à ces questions. On est en train de comprendre à peine ce qui se passe. Beaucoup de gens ont fait de la culture, notamment de cellules support de fibroblastes, par exemple. Pas forcément pour le foie, hein, là je parle en général pour les organes on chip. Et ils ont donné ce milieu aux cellules en culture. Ça ne donne pas du tout le même résultat que si les fibroblastes sont à côté. Alors ils ne se touchent pas, mais ils sont à côté. Parfois, ils communiquent via la matrice. Alors, il y a une règle qu'on donne un peu en physique. Via des éléments solubles, on peut atteindre quelques centaines de microns par diffusion. Via la mécanique, quelques dizaines de microns. Et via la mécanique, c'est plusieurs centaines de microns de communication. Donc, il y a déjà des communications en tirant. Les fibroblastes tirent sur la matrice extracellulaire, notamment en fibrose, et les hépatocytes s'en rendent compte. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on commence à comprendre grâce à ces modèles. Pas forcément organ on chip, mais en tout cas biomatériaux, co-culture, etc. Pour moi, le meilleur modèle de préservation d'un phénotype d'hépatocyte primaire, on en avait déjà parlé avec Chantal, qui m'impressionne, mais j'y comprends absolument rien. C'est un modèle de co-culture avec des fibroblastes 3T3J2. On fait un micro-pattern de collagène de type 1, on met les hépatocytes humains primaires dessus. Il faut que ça fasse 300 microns, si ça fait 400, ça ne marche pas. Si ça fait 200, ça ne marche pas non plus. Et on les entoure d'un certain nombre de fibroblastes T3J2. Et on peut les préserver, enfin en tout cas ce groupe-là, et ça a été breveté. Ça dure des mois. Et ils ont même réussi à les implanter après dans un hydrogel mou. Alors ça ne change rien, c'est sur du verre là. Donc ça me fait mentir sur tout ce que j'ai dit. C'est du verre et ça marche. Après, ils ont mis dans du gel avec des cellules endothéliales, des UVEC, et ils les ont implantés dans un muscle. Je crois que c'était un rat qui avait une faille hépatique aiguë. Et les hépatocytes se sont revascularisés. Et il y a eu une fonction hépatique qui a été reproduite grâce à ça dans un gel. Donc là, j'y comprends rien. Mais ils ont également essayé de faire la culture avec juste du milieu produit à part par des 3T3J2, le même nombre de cellules, ça ne marche pas. Même les gens qui ont breveté ça ne comprennent pas ce qui se passe. Mais il y a un effet de contact, entre guillemets, dans la co-culture qui va être important et qu'on n'a pas encore compris. Et je pense que ces modèles d'organes on chip, en tout cas, on essaye de les utiliser pour répondre à ces questions. Ouais. C'est aussi des fonctions qui sont compatibles finalement, et qui ont chacune des cellules et qui finalement arrivent un peu à se compenser les unes les autres. Finalement. On manque de certaines fonctions quand on n'a qu'un seul type cellulaire. Probablement. Et puis dans une implantation, dans un système implanté, là il y a autre chose. Il y a une autre physiologie. Et ça c'est vraiment génial.